Dès le premier chapitre de l'Opium des intellectuels, paru en 1955, Raymond Aron s'intéresse à la problématique du clivage droite-gauche. Il écrit, et je cite, l'alternative de la droite et de la gauche a-t-elle encore un sens? Celui qui pose cette question devient immédiatement suspect. Alain n'a-t-il pas écrit, lorsqu'on me demande si la coupure entre partis de droite et de gauche, entre hommes de droite et hommes de gauche a encore un sens, la première idée qui me vient est que l'homme qui me pose cette question n'est certainement pas un homme de la gauche. Cet interdit ne nous arrêtera pas, car il trahirait plutôt l'attachement à un préjugé qu'une conviction fondée en raison. Presque 70 ans après la parution de l'Opium des intellectuels, qu'en est-il du clivage droite-gauche? Pourquoi classe-t-on à gauche ou à droite certaines propositions politiques? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que cela permet de mieux comprendre les divers avis politiques proposés? Existe-t-il un meilleur moyen de classer les différents courants politiques? Aujourd'hui, je vous propose de discuter du clivage entre la droite et la gauche et de comment éventuellement le dépasser. Avant de répondre à ces questions, commençons par regarder l'origine et l'intérêt d'un clivage aussi simpliste. L'origine de ce clivage, populaire maintenant partout dans le monde, est la Révolution française. Après la Révolution, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les partisans de la République étaient placés dans la partie de gauche, alors que les partisans d'une monarchie constitutionnelle étaient eux placés à droite. Le placement des députés des gauches et des droites est toujours d'actualité, bien que la distinction entre les deux camps a bien changé par rapport à la période post-révolutionnaire. L'ensemble des partis est maintenant républicain, et pour autant, on continue à parler de clivage entre la gauche et la droite. La distinction entre la droite et la gauche est différente et s'adapte en fonction de la période et des aspirations politiques de l'époque. Mais alors, pourquoi garde-t-on un tel clivage? La gauche et la droite se transforment fondamentalement avec le temps. Le clivage gauche-droite permet de simplifier le débat politique, avec la création floue de deux équipes distinctes qui s'affrontent pour obtenir la possibilité d'influencer les politiques actuelles et à venir. Ça permet de rendre compréhensibles des différences qui peuvent être fondamentales entre les partis de gauche et les partis de droite. Ainsi, vous n'avez pas besoin de comprendre les différences entre les sociodémocrates, les libéraux, les néolibéraux, les socialistes, les communistes, les républicains ou les conservateurs, et tous les autres d'ailleurs. En fin de compte, ils sont tous positionnés sur un même axe, simplifiant de fait leurs différences. Le problème avec une classification uniaxiale, c'est que cela crée des proximités entre des courants qui sont fondamentalement opposés et des éloignements entre des courants qui sont factuellement assez proches. Comme le dit Marcel Gauchet, il y aurait au moins 3 courants. Il y en a évidemment plus, mais tout est une question de mesure. Qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? C'est une fausse opposition. Et c'est de là qu'il faut partir pour bien comprendre ce qui se passe. La droite et la gauche, c'est devenu notre clivage majeur parce que c'est la manière de simplifier des clivages beaucoup plus complexes. En réalité, il n'y a pas 2 forces en présence, mais au moins 3. Et je parle là des forces fondamentales, je ne parle pas des partis qui peuvent être très nombreux. Un courant conservateur, un courant libéral et un courant, disons, socialiste, progressiste. Mais il y a une gauche et une droite parce qu'il faut ramener cette tripartition, qui est le minimum de la division des opinions, à une dualité qui permet de faire fonctionner un gouvernement démocratique fondé sur l'alternance entre une majorité et une opposition. On a en fait, dans la droite et dans la gauche, un facteur d'instabilité qui est ce jeu permanent où tantôt le groupe central, qui est celui des libéraux, s'allie avec les conservateurs, tantôt il s'allie avec les progressistes ou les socialistes. Mais on n'est pas dans quelque chose de figé, mais dans quelque chose qui non seulement se transforme avec l'histoire, mais de totalement instable. Ces 3 courants sont caractéristiques de la perspective française, en particulier de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Les socialistes progressistes défendent en priorité l'égalité. Les libéraux, quant à eux, défendent la liberté, et les conservateurs défendent la fraternité. Contrairement au clivage droite-gauche, qui fait que quand un des camps est au pouvoir, l'autre est alors dans l'opposition, avec 3 courants, ça devient une impasse mexicaine.
La coalition devient alors une nécessité. Sans coalition entre deux de ces trois courants, aucune gouvernance n'est possible. Cependant, ce jeu de coalition est instable et les coalitions changent régulièrement. Mais même un modèle avec trois courants n'est pas suffisant pour expliquer le jeu électoral actuel, et surtout le manque de coalition à l'intérieur même de ces courants. Pour l'élection présidentielle française de 2022, on voit que le camp socialiste progressiste est très fracturé, avec plusieurs partis ou mouvements qui semblent irréconciliables, et qui donc n'arrivent pas à former une coalition à l'intérieur même de leur courant. À eux tous, ils ont un poids politique important, mais sans alliance, il leur sera difficile de ne serait-ce qu'accéder au second tour. La même chose est observable dans le courant conservateur. Lui aussi est très fracturé, puisqu'il y a là plusieurs mouvements en son sein qui refusent toute forme d'alliance, bien que certains la réclament. C'est pourquoi ce sont les coalitions qui peuvent transgresser ces courants qui ont tendance à parvenir au pouvoir. C'est ce qu'on a pu voir ces dernières années. Comment comprendre cela? Avec un axe unique et plutôt flou sur sa signification, il est dur de comprendre les éloignements et les rapprochements existants de part et d'autre de ce clivage. Un des moyens d'expliquer ces alliances de proximité est de classifier les idées politiques sur un plan plutôt que sur un axe. Un des premiers à avoir fait ça est le libertarien David Nolan, en proposant un système de classification des opinions politiques dans un plan constitué de deux axes représentant les libertés économiques d'un côté et les libertés individuelles, c'est-à-dire en matière de mœurs, de l'autre. En tant que libertarien américain, il voulait montrer que ces valeurs philosophiques n'étaient pas complètement présentes dans les deux partis principaux des États-Unis. Selon lui, le libéralisme, correspondant à la gauche américaine, ne préconise que les libertés individuelles. Le conservatisme, correspondant à la droite américaine, ne préconise que les libertés économiques. Un libertarien comme lui, qui est intéressé à la fois par les libertés individuelles et par les libertés économiques, ne se retrouve donc dans aucun de ces deux camps. Si on regarde cet exemple, avec 4 personnes dans ce plan où l'axe économique correspond finalement au principal clivage droite-gauche, sans nommer la question de l'immigration, on voit que les deux personnes pour des régulations sociales sont plus proches entre elles qu'elles ne sont des gens pour un libéralisme social, bien qu'ils soient séparés sur l'axe économique. Ce qui compte finalement pour créer des coalitions, c'est les distances d'éloignement. Plus elles sont faibles, plus c'est facile d'en créer. Avec ces deux axes, il est alors possible de distinguer profondément 4 ou 5 courants si on considère le centrisme comme un camp. Le choix des axes est cependant fondamental, et séparer les libertés économiques des libertés individuelles n'est peut-être pas le meilleur, d'autant que généralement, tous les endroits où une de ces libertés est importante, l'autre tend à l'être aussi. Cependant, ce modèle reste plus proche de la réalité et plus prédictif tant qu'aux éventuelles coalitions que l'on peut observer. Pour améliorer la classification des idées politiques, on pourrait rajouter d'autres axes, comme par exemple un axe sur l'écologie, où on aurait d'un côté une régulation et de l'autre un laisser-faire. Mais de toute manière, il manquera toujours certaines problématiques chères pour certains, comme la question du nationalisme contre l'internationalisme, du progressisme contre le traditionnalisme, etc. À ce titre, le site 8 Values permet de différencier sur 4 axes différents. On voit cependant que là aussi les axes se croisent et se recoupent. Sur certaines questions comme le droit et les conditions d'accès à l'avortement, cela relève à la fois des libertés civiles et des libertés sociétales. Le choix des axes n'est pas le seul problème qui fait que ces classifications, bien que plus précises que l'axe droite-gauche, n'ont rien de scientifique. En effet, l'orientation des questions va jouer un rôle prépondérant sur la façon de répondre des gens testés, et c'est sans doute impossible d'arriver à faire un test complètement neutre. J'ai trouvé dans un sondage Ipsos de novembre 2020 sur la vision des Français qu'ont de la science et des scientifiques, 2 questions qui illustrent parfaitement l'impact que peut avoir l'orientation d'une question sur les réponses. Au début du sondage, il y a une question qui concerne la confiance que les Français ont dans les scientifiques pour dire la vérité sur certains domaines. Concernant le coronavirus, l'intervalle de confiance des gens est de 34%, ce qui est plutôt faible. Un peu plus tard, il pose la question aux sondés de savoir à quel point ils font confiance aux informations données concernant l'évolution des données sur le coronavirus en fonction des groupes qui en parlent. Et l'intervalle de confiance des gens dans les scientifiques est alors de 70%, soit 2 fois plus fort. La différence des résultats est énorme, alors que dans les 2 cas pourtant, la question est quasiment identique, bien que posée différemment. C'est très compliqué de faire des questionnaires neutres quand il s'agit d'interroger les gens sur leurs opinions, politiques ou non. Et beaucoup de chercheurs s'intéressent à fabriquer des questionnaires sans biais idéologiques. Bon. Au final, est-ce que le clivage gauche-droite est pertinent? Non. Est-ce que des clivages multi-axiaux règlent les problèmes? Non. La seule chose à faire, c'est d'abord de comprendre de quoi on parle avant d'en parler.
Intéressez-vous au courant en profondeur et n'oubliez pas que la politique, c'est l'art du compromis. C'était PH, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.